Bienvenue sur l'Enclume et le Canon, la chaîne qui déterre les histoires oubliées, cachées sous les rouages de la grande machine de guerre. Le 6 juin 1944. Le jour J. Quand nous fermons les yeux, nous voyons les plages de Normandie, le sang dans les vagues, les hérissons tchèques, et les milliers de jeunes hommes qui se jettent hors des barges de débarquement. Nous pensons aux soldats, aux panzers qui attendent dans les bocages, aux pilotes dans le ciel. Mais à quoi pensions-nous le moins? Au cœur de ces barges, au moteur, cette petite pièce de métal qui devait démarrer du premier coup, dans l'eau salée, étouffée par le sable, et qui ne devait pas caler sous le feu. La victoire de cette journée s'est jouée sur des milliers de détails, mais le plus crucial fut peut-être un moteur fiable. Et si je vous disais que ce moteur, celui qui a propulsé la liberté sur les plages, n'a pas été conçu par un génie de Detroit, mais qu'il fut le résultat d'un accident? L'œuvre d'un homme que l'establishment avait rejeté, un ingénieur jugé incompétent et archaïque. C'est l'histoire d'un homme têtu, d'un rejet humiliant et d'un accident qui a changé le cours du XXe siècle. Si vous aimez ces récits où l'intuition d'un homme bat la science de tout un comité, abonnez-vous à l'Enclume et le Canon. Laissez un j'aime pour honorer ces héros de l'ombre et écrivez-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous rejoignez ce convoi pour la Normandie. Nous sommes en 1941, à des milliers de kilomètres de la guerre. L'air de la Nouvelle-Orléans est lourd, collant, saturé de l'odeur de la mélasse, du poisson et du fleuve Mississippi. L'Amérique n'est pas encore en guerre, mais elle se prépare. Dans les chantiers navals de Higgins Industries, un homme à la voix de Stentor, Andrew Higgins lui-même, un Irlandais têtu et visionnaire, mène une bataille contre la bureaucratie. La marine américaine a besoin d'une barge de débarquement. Ils en ont besoin de milliers. Ils ont des plans, dessinés par des amiraux à Washington, des plans pour des barges lourdes, lentes, avec des moteurs marins de pointe. Et ces moteurs sont un cauchemar. Ils sont complexes, refroidis par liquide, conçus pour l'eau propre des océans, pas pour le sable d'une plage. Dans l'atelier des prototypes, c'est le chaos. Le lieutenant-commandant Reeves, de l'US Navy, un homme sorti de l'Académie navale d'Annapolis, supervise les tests. Son bébé est un moteur V8 marin, une merveille de plomberie en laiton et de tolérance serrée. Et à chaque test, il tombe en panne. Le sable s'infiltre dans les pompes à eau, l'eau salée corrode les joints en caoutchouc. Les filtres s'encrassent. Ce n'est qu'une question de réglage, hurle Reeves après chaque échec. Il nous faut de meilleurs filtres, un circuit de refroidissement fermé. Et dans l'ombre de l'atelier, un homme secoue la tête. C'est notre ingénieur rejeté. Il s'appelle Arthur Hart Bergeron. Il n'est pas ingénieur au sens de Reeves. Il n'a pas de diplôme. C'est un Cajun, un enfant du bayou qui a passé sa vie à réparer des moteurs de chalutier avec du fil de fer et de l'obstination. Higgins l'a embauché parce qu'il sait faire chanter le métal. Mais la marine, elle, le méprise. Il est l'ingénieur Bergeron sur le papier, mais pour Reeves, il n'est que le mécano, le graisseur. Hart a une théorie simple, née du bayou. Le sable gagne toujours, monsieur Higgins, dit-il à son patron, son accent français épais coupant l'air humide. On ne peut pas le filtrer, on ne peut pas l'arrêter. Alors, il faut le laisser passer. Reeves, qui entend la conversation, éclate de rire. Laisser passer, laisser du sable et de l'eau salée passer dans un moteur à combustion. C'est la plus grande stupidité que j'ai jamais entendue. Bergeron, vous êtes un danger. Tenez-vous à l'écart de mes moteurs. C'est un rejet public, une humiliation. Hart est officiellement banni du projet des barges de débarquement. Higgins, qui apprécie Hart mais ne peut se mettre la marine à dos, le réassigne à une tâche subalterne. Il le nomme responsable de l'entretien des équipements de l'usine. Une punition. Hart est désormais chargé de la maintenance des compresseurs, des générateurs, et, ironiquement, de la nouvelle et massive pompe à incendie de l'usine, une machine conçue pour aspirer l'eau sale du Mississippi en cas de sinistre. Hart est brisé. Il regarde, de loin, Reeves et son équipe s'acharner sur leur V8 chromé, qui continue de tomber en panne. Pendant ce temps, il passe ses journées dans le local des pompes, à étudier son nouveau royaume. La pompe à incendie est propulsée par un moteur qui est l'antithèse de celui de Reeves. C'est un moteur grès marine, une bête de fonte. Ce n'est même pas un moteur marin à l'origine.
C'est une adaptation d'un moteur de camion GMC, un moteur 600 lignes, conçu pour les camions de transport, pour les autobus, pour les travaux lourds. Il est simple, ses tolérances sont larges, il est lourd comme un âne mort. Art, par conscience professionnelle, le démonte pour le vérifier. Il est fasciné. Le système de refroidissement est direct, brutal. Une grosse pompe à eau en caoutchouc, sans filtre fin, aspire l'eau, la fait circuler une fois dans le bloc et la recrache. C'est un moteur rustique, un moteur jetable, un moteur rejeté par les ingénieurs de pointe. Un jour, l'accident se produit. C'est le destin, sous sa forme la plus chaotique. L'équipe de Reeves prépare un test critique pour un amiral en visite. Ils ont poussé leur V8 au maximum, ajoutant un nouveau système de suralimentation. La barge est attachée au quai, le moteur rugit, puis explose. L'explosion est violente. Le carburant à haute teneur en octane s'enflamme. En quelques secondes, la barge prototype, le joyau de Reeves, est un enfer flottant. « Incendie !» hurle Higgins. Mais l'incendie se propage à une nappe d'huile sur le quai. Les pompes d'incendie standard de l'usine sont coupées. C'est la panique. Reeves est figé, regardant son chef-d'œuvre brûler. Art Bergeron, lui, réagit. Son poste est là. La nouvelle pompe à incendie. Il court vers le local. Il doit l'amorcer. Il ouvre la vanne d'admission principale, celle qui plonge dans le Mississippi. Il lance le démarreur. Le moteur Grey Marine tousse, crache de la fumée et s'éveille dans un roar profond et régulier. L'eau est aspirée. Art court vers les lances. Mais quelque chose ne va pas. Le tuyau d'admission, mal fixé dans l'urgence de l'installation, a glissé. Il n'est plus dans l'eau. Il est dans la vase. Il aspire un mélange à 50% d'eau et à 50% de boue et de sable du fond du fleuve. Un technicien voit la jauge de pression de l'eau chuter. « Art, coupe-le! Tu aspires de la boue! Tu vas le tuer !» Art est sur le point de couper le contact. Mais le son du moteur. Il ne change pas. Il ne gémit pas. Il ne cogne pas. Le roar continue, régulier. La pompe, au lieu de se bloquer, commence à cracher un torrent de boue noire et épaisse par la lance d'incendie. Le moteur ne ralentit même pas. Higgins et Reeves, attirés par le bruit, arrivent en courant. Ils voient la scène. « Mon Dieu !»« Bergeron !» hurle Reeves. « Vous l'avez détruit! Il est plein de sable !»« Mais, il tourne !» murmure Higgins, fasciné. Le moteur tourne. Il tourne en avalant la pire substance imaginable pour un moteur à combustion. Il tourne parce qu'il a été conçu pour être simple. Ses larges canaux de refroidissement ne se bougent pas. Sa pompe à eau en caoutchouc mâche le sable et le recrache. Il n'est pas performant. Il n'est pas efficace. Mais il est impossible à tuer. L'incendie est maîtrisé par d'autres moyens. Mais Higgins ne quitte pas le moteur des yeux. « Laissez-le tourner, Art, » dit-il, sa voix soudainement basse. « Combien de temps ?» demande Art. « Jusqu'à ce qu'il meure. » Ils sont restés là, sur le quai. Reeves, l'ingénieur de la marine, regardait, s'attendant à chaque seconde à entendre le bruit du métal qui se déchire. Art Bergeron, l'ingénieur rejeté, écoutait. Et le moteur tournait. Il a tourné pendant 1 heure. Il a tourné pendant 6 heures. Il a tourné pendant 24 heures. Aspirant du sable, de la boue et de l'eau sale, et tournant sans jamais faillir. Le lendemain matin, Higgins, qui avait fait apporter une chaise, se leva. Le moteur tournait toujours, son rugissement régulier couvrant le bruit du fleuve. Higgins posa sa main sur l'épaule d'Art. « Art, dit-il, vous n'êtes plus responsable de la pompe à incendie. Vous êtes responsable du projet Jour J. » Reeves, livide, comprit. L'accident de l'ingénieur rejeté venait de donner naissance au moteur qui allait sauver la mise. Le 600 lignes de GMC, le moteur de camion que personne ne voulait, venait d'être promu au rang d'arme stratégique. Le hangar 5 fut rebaptisé le Bayou. C'était le nouveau quartier général d'Art Bergeron, et le lieutenant-commandant Reeves s'assura que ce soit un exil. Le hangar 5 était à l'autre bout du chantier naval, là où l'on réparait les vieilles barges à huîtres. Il n'y avait pas de banc d'essai chromé, pas d'oscilloscope, pas d'ingénieur en blouse blanche. Il n'y avait qu'Art, une poignée de mécaniciens cajuns aussi méprisés que lui, et une rangée de moteurs Grey Marine 671,
acheté à bas prix au surplus de la General Motors. Le moteur qui a sauvé le jour J n'est pas né dans un laboratoire. Il est né dans la graisse, l'humidité de 100% et le mépris absolu de l'establishment. Reeves, bien que publiquement humilié, n'avait pas abandonné. Il représentait la marine. Il contrôlait les spécifications, le cahier des charges. Il ne pouvait pas arrêter le projet d'art, mais il pouvait le faire échouer par la bureaucratie. « Bergeron », dit-il, se tenant à l'entrée du hangar 5, son uniforme blanc impeccable contrastant avec la saleté ambiante, « la marine exige un minimum de 225 chevaux et une capacité de crash reverse, inversion de marche d'urgence, en moins de 3 secondes. Votre moteur de camion, d'après les spécifications de GMC, ne produit que 165 chevaux. Et son couple est conçu pour la route, pas pour la mer. Il ne pourra jamais pousser une barge blindée de 36 pieds. » Il sourit. « Vous avez 1 mois pour atteindre les spécifications. Bonne chance, mécano. » C'était un piège parfait. Le Grey Marine 671 était indestructible. Hart le savait. Mais il était indestructible, parce qu'il était simple et peu puissant. Pour en tirer 225 chevaux, n'importe quel ingénieur normal aurait fait ce que Reeves faisait sur ses propres V8. Ajouter un compresseur, supercharger, augmenter le taux de compression, utiliser des carburants à haute teneur en octane. Mais Hart savait que c'était un pacte avec le diable. Ajouter un compresseur, c'était ajouter des pièces mobiles complexes. C'était ajouter de la chaleur. C'était recréer, pièce par pièce, le moteur fragile de Reeves. C'était trahir la philosophie de l'accident. Il était rejeté, parce qu'il ne pensait pas comme un ingénieur. Et il allait réussir pour la même raison. Il n'allait pas changer le moteur, il allait changer ce que le moteur buvait. Pendant 3 semaines, le hangar 5 devint un laboratoire d'alchimistes. Hart et son équipe commencèrent à tester des mélanges de carburant. Ils n'avaient pas de spectromètre de masse. Ils avaient leur nez, leurs oreilles et leurs mains. Ils écoutaient le son du moteur, ils sentaient la chaleur des gaz d'échappement. Ils mesurèrent le couple non pas avec un dynamomètre électronique, mais en attachant la barge d'essai au quai avec une balance de traction pour poids lourd. C'était de la science de village. Reeves, en passant, se moquait. « J'entends que vous essayez de faire tourner ce tracteur au kérosène, Bergeron. Vous allez juste faire fondre les pistons. » Hart l'ignora. Il essaya tout. De l'essence d'aviation mélangée à de l'huile de ricin, du carburant diesel mélangé à de l'alcool de maïs. Chaque mélange échouait. Le moteur cognait, surchauffait ou perdait de la puissance. Il était sur le point d'abandonner. Il avait 170 chevaux, 175 peut-être, mais jamais 225. Il ne pouvait pas gagner. C'est alors que le deuxième accident se produisit. L'accident qui sauva le premier. Une nuit, Hart et son chef mécanicien, un homme borgne nommé Boudreau, étaient épuisés. Ils menaient un test d'endurance. Un bidon d'huile de graissage lourde, celle utilisée pour les engrenages de la grue du port, avait été laissé trop près de la conduite de carburant du moteur. La vibration du moteur sur le banc d'essai fit tomber le bidon. Le couvercle sauta et l'huile épaisse, presque de la mélasse, se déversa dans le réservoir d'essence du moteur. « Coupe-le !» hurla Boudreau. « Elle va tout gommer. Le carburateur va se boucher. » Hart se jeta sur l'interrupteur. Mais il s'arrêta. Le son du moteur avait changé. Le roar aigu et sec s'était transformé en un roux même, un grognement plus bas, plus profond. Le moteur n'avait pas calé, il avait ralenti. Mais l'aiguille de la balance de traction, elle grimpait, 175 chevaux, 180, 190. « Mon Dieu !» murmura Hart. Boudreau, ouvre le papillon des gaz, lentement. Boudreau, pensant qu'Hart était devenu fou, obéit. Le moteur ne s'emballa pas. Il prit son couple. Le son était assourdissant, un battement de cœur de titan. L'aiguille atteignit 210, 220, 225 chevaux. Elle se stabilisa là. Le moteur tournait, avalant un mélange absurde d'essence et d'huile de transmission lourde. Hart avait accidentellement changé la nature du cycle de combustion. L'essence explosait, cycle auto. Mais l'huile lourde, elle, brûlait plus lentement, presque comme du diesel, compression. Il avait, par pure chance, créé un carburant hybride, un dirty mix, qui donnait au moteur de camion le couple d'un moteur diesel, sans la complexité d'un système d'injection. Le moteur ne surchauffait pas. L'huile lourde agissait comme un lubrifiant et un tampon thermique.
forçant l'explosion à pousser le piston plus longtemps, au lieu de le frapper violemment. C'était impossible. C'était illogique. C'était la solution. Le jour du test final arriva. L'amiral était là. Reeves présenta son nouveau V8 Mark II, équipé d'un circuit de refroidissement scellé. Art Bergeron, les mains noires de graisse, se tenait à côté de son moteur de camion, qui fuyait légèrement son mélange vaudou. La première épreuve, le test de sable. On jeta 4 seaux de sable et d'eau salée dans l'admission d'eau de chaque moteur. Le V8 de Reeves toussa, sa température grimpa en flèche et un joint céda dans un jet de vapeur sifflant. Échec. Art démarra son grès marine. Le RRO profond se fit entendre. Il fit signe à Boudreau. Ils jetèrent le sable dedans. Le moteur ne scia même pas. Le son changea à peine. L'amiral leva un sourcil. « Maintenant, la puissance », dit Reeves, espérant sauver la face. « Votre moteur est peut-être un tracteur, Bergeron, mais il doit pousser une barge blindée hors de la plage. Le test crash reverse. » Ils mirent le moteur d'Art dans le prototype de la barge, la future LCVP. Ils échouèrent la barge sur la plage de test, son nez profondément enfoncé dans la boue du Mississippi. « Sortez-la de là », ordonna Reeves. Hart, à la barre, poussa la manette des gaz à fond en marche arrière. Le moteur, gavé de son mélange accidentel, ne cala pas. Il grogna, le couple monstrueux s'engagea, et la barge s'arracha de la plage dans un geyser de boue et d'eau. Reeves devint blême. L'amiral regarda Hart, puis Higgins. « Monsieur Higgins, » dit l'amiral, « je me fiche de savoir ce qu'il y a dans ce moteur. Je me fiche de savoir si c'est un moteur de camion, de pompe ou de tracteur. Je veux 5000 de ces choses. L'ingénieur Bergeron vient de nous donner les clés de l'Europe. L'ingénieur rejeté, par 2 accidents, venait de construire l'arme secrète du jour J. La victoire d'Art Bergeron fut de courte durée. Elle fut, en fait, presque immédiatement confisquée. L'amiral avait beau avoir commandé 5000 moteurs, le lieutenant-commandant Reeves représentait la bureaucratie militaire, et la bureaucratie déteste les accidents. Elle déteste les mélanges vaudous et les mécanos cajuns. Pendant que l'usine Higgins, à la Nouvelle-Orléans, se transformait en une fourmilière produisant des LCVP, Landing Craft, véhicules personnels, à une cadence infernale, la guerre technique se déplaça à Washington, dans les bureaux feutrés du Bureau of Ships. Reeves, de retour à son quartier général, lança sa contre-attaque. Il ne pouvait pas arrêter la production du moteur Grey Marine 671. La commande de l'amiral y veillait, mais il pouvait le standardiser. Il pouvait le nettoyer de la folie de Bergeron. Il présenta un rapport formel, une analyse chimique du Dirty Mix d'Art. « Messieurs, » expliqua-t-il à un comité d'amiraux, « le carburant Bergeron est un cauchemar logistique. C'est un mélange instable d'essence de qualité inférieure et d'huile de transmission SAE 90. Il est impossible à stocker, impossible à transporter et impossible à reproduire de manière fiable sur un champ de bataille. De plus, il encrasse les bougies en moins de 50 heures. C'est du bricolage, pas de l'ingénierie. » Il avait raison sur le papier. Comment l'US Army et l'US Navy allaient-elles gérer des millions de litres d'un mélange aussi bizarre en pleine zone de combat? Reeves proposa la solution, une version propre du moteur. « Nous allons garder le bloc 671, concéda-t-il, mais nous allons le faire fonctionner avec un carburant diesel standard de grade 2. Cela nécessite de nouveaux injecteurs, une pompe à injection calibrée et surtout, un système de filtration digne de ce nom. Nous devons empêcher le sable d'entrer, pas le laisser passer. » Le comité, composé d'ingénieurs formés à Annapolis, fut convaincu. La science avait battu l'accident. L'ordre fut redescendu à l'usine Higgins. Le moteur Grey Marine serait modifié. La folie de Bergeron était rejetée une seconde fois. Hart fut furieux. Il fit irruption dans le bureau d'Andrew Higgins. « Ils ne comprennent pas, patron !» hurla-t-il, son accent cajun devenant presque inintelligible. « Ce n'est pas le moteur qui est magique, c'est le mélange. L'huile épaisse. Elle refroidit le piston. Elle lubrifie le sable. Si vous mettez du diesel propre là-dedans, vous aurez besoin de filtres. Et les filtres. Les filtres, ça se bouche. » Higgins prit entre son mécanicien de génie et le contrat militaire de plusieurs millions de dollars qui faisait sa fortune, écarta les mains. « Je suis désolé, Hart. C'est un ordre de la marine. Tu l'as prouvé. Mais maintenant, les grands prennent le relais. Ta pompe à eau en caoutchouc,
Il la remplace par une pompe en laiton, plus efficace. Des larges canaux de refroidissement. Ils ajoutent des filtres à l'entrée. Ils améliorent ton moteur. Hart regarda son patron. C'était la trahison finale. Il prenait son moteur indestructible et il lui remettait exactement les pièces fragiles du V8 de Reeves. Il le transformait, pièce par pièce, en un moteur qui allait échouer. « Ils vont tous mourir », murmura Hart. « Ils vont tous mourir sur la plage, parce que leurs moteurs améliorés vont caler. » Rejeté à nouveau, Art Bergeron fut relégué à la supervision de la chaîne de montage standardisée. Il devint l'ombre silencieuse de sa propre invention, obligé de regarder des milliers de moteurs propres sortir de la chaîne, chacun d'eux étant une bombe à retardement. Pendant 1 an, la production tourna. Des milliers de LCVP furent construites, équipées du moteur Grey Marine 671 Reeves Standard, et expédiées en Angleterre pour le grand rassemblement de l'invasion. L'opération Overlord était en préparation. Hiver 1943, sud de l'Angleterre. Les plages de Slapton Sands, dans le Devon. Le paysage est gris, froid, battu par les vents. C'est le terrain d'entraînement secret pour les troupes qui débarqueront à Utah Beach. Les premiers milliers de LCVP, tout neufs, sont là. Et le cauchemar prédit par Art Bergeron commence. Le sable de l'Angleterre n'est pas la boue douce du Mississippi. C'est un mélange brutal de quartz fin, de galets et de débris de coquillages, aussi abrasif que du papier de verre industriel. Dès le premier exercice d'entraînement, Opération Duck, les moteurs améliorés de Reeves meurent les uns après les autres. Les nouveaux filtres fins, conçus pour protéger le moteur, se bouchent avec le sable fin et les algues en moins de 10 minutes. Privés d'eau, les moteurs surchauffent et les joints de culasse explosent. Les nouvelles pompes à eau en laiton, si efficaces, sont victimes du sable qui n'a pas été filtré. Leurs turbines en métal sont dévorées. Leurs tolérances serrées sont détruites en quelques heures. Des barges pleines de GIS se retrouvent bloquées à 100 mètres de la plage, leurs moteurs sifflant de vapeur, cible parfaite pour l'artillerie. C'est un désastre. La panique s'empare du haut commandement. Le général Omar Bradley lui-même assiste à un exercice et voit 12 barges sur 15 tomber en panne avant d'atteindre le rivage. Il envoie un câble codé, classé ultra secret, directement au Pentagone. Le message est simple. Les moteurs des barges sont un échec catastrophique. Les filtres se bouchent, les pompes cèdent. Si ce problème n'est pas résolu, l'invasion de l'Europe est physiquement impossible. Le jour J sera un suicide de masse. À Washington, la panique est totale. Le lieutenant-commandant Reeves est convoqué. Face au câble de Bradley, il s'effondre. Sa science a échoué. Sa carrière est terminée. L'ordre tombe, frénétique, du chef des opérations navales. Trouvez Higgins, et trouvez-moi ce sorcier cajun. Quoi qu'il demande, donnez-le lui. Nous avons 4 mois. Le vol transatlantique fut un cauchemar flou pour Art Bergeron. Lui qui n'avait jamais quitté les rives du Mississippi fut sanglé dans le ventre métallique d'un C-47, un avion de transport non pressurisé qui le secoua et le gela pendant 20 heures. Il atterrit au crépuscule dans une Angleterre noire, sans lumière, sous une pluie fine et glaciale. Un colonel blême l'attendait sur le tarmac. Il n'y eut pas de salutation. « Vous êtes Bergeron. Suivez-moi. Le général Bradley vous donne 48 heures pour prouver que vous n'êtes pas un charlatan. » Le trajet en jeep vers Slapton Sands se fit en silence. Quand Art arriva, ce qu'il vit était pire que ce que le câble avait décrit. C'était un cimetière de barges. Des centaines, peut-être un millier de LCVP étaient alignés sur la plage et dans les champs voisins, leurs rampes baissées comme des bouches ouvertes hurlant leur échec. C'était un atelier de réparation à ciel ouvert, de la taille d'une ville, éclairé par des projecteurs de fortune qui luttaient contre le brouillard. Le sol était un mélange de boue, de sable et de pièces de moteurs cassées. Il y avait des piles de pompes en laiton fissuré, des montagnes de filtres à eau bouchée, des joints de culasse noircis. Le lieutenant-commandant Reeves était là. Il n'était plus arrogant. Il était un homme brisé, son bel uniforme maculé de graisse, ses yeux cernés par des nuits blanches. « Ils ne tiennent pas », fut tout ce qu'il dit à Art. Le sable. Il est comme du verre pilé. Il déchire le laiton. Il bloque tout. Art ne répondit pas. Il enjamba les débris et se dirigea vers la première barge. Il posa sa main sur le moteur amélioré, froid. Il était l'ingénieur rejeté.
l'homme qu'ils avaient chassé. Et maintenant, le sort de l'invasion reposait sur ses épaules. Il ne ressentait aucune satisfaction, juste une colère froide, une colère contre la science qui avait oublié le bon sens. « Donnez-moi une caisse à outils, » dit-il, « et vos plus grosses cisailles. » Sous les yeux horrifiés de Reeves et d'un contingent d'ingénieurs de la Royal Navy, Art Bergeron commença sa désamélioration. La première chose qu'il fit fut de plonger son bras dans la prise d'eau et d'arracher le magnifique filtre fin en laiton, le jetant avec mépris dans la boue. « Le sable gagne toujours, » marmonna-t-il. « Alors laissez-le entrer. »« Mais Bergeron, » protesta un ingénieur britannique, « le bloc va s'ensabler en 1 minute. C'est de la folie. » Art l'ignora. Ensuite, cette pompe. Il désigna la pompe à eau en laiton de Reeves. « C'est un presse-papier. Enlevez-la. » Par quoi la remplacer? Par la pompe d'origine. La grosse, en caoutchouc, celle de GMC. Un silence. Le logisticien de la base intervint, son carnet tremblant. « Nous n'en avons pas. Les spécifications de M. Reeves les ont déclarées obsolètes. Elles ne sont pas dans l'inventaire. Il n'y en a pas en Angleterre. » Art ferma les yeux. C'était le sabotage final de Reeves. Il s'approcha du logisticien. « Alors vous allez envoyer un message à la Nouvelle-Orléans. Vous allez réveiller Andrew Higgins, et vous allez lui dire de m'envoyer toutes les pompes à caoutchouc qu'il a, par avion, maintenant. Pendant 24 heures, le sort du jour J fut suspendu à un envoi de pompes en caoutchouc. Mais Art n'attendit pas. « On ne peut pas tous les sauver, » dit-il. « Mais on va en sauver un, ce soir. » Il se tourna vers Reeves. « Où mettez-vous vos pièces cassées ?» Reeves, confus, le mena à une tente remplie de pompes en laiton détruites. Art fouilla dans le tas, comme un médecin légiste. Il trouva ce qu'il cherchait. Une pompe dont le carter était fissuré, mais dont l'axe et les roulements étaient intacts. Il se tourna vers les mécaniciens de la base, des GIS épuisés qui les regardaient avec un mélange de mépris et d'espoir. « Lequel d'entre vous est le meilleur soudeur ?» Un caporal s'avança. « Très bien, vous allez scier ça, » dit Art, désignant la turbine en laiton. « Et vous allez me souder ça à la place. » Il désignait une pièce de moteur qu'il avait repérée, l'hélice d'un ventilateur de Jeep. « C'est déséquilibré. Ça va vibrer, » protesta Reeves. « C'est du caoutchouc qu'il me faut, mais puisqu'il n'y en a pas, on va prendre un truc qui plie. » Ils travaillèrent toute la nuit. Ils cannibalisèrent, ils martelèrent, ils jurèrent. Ils créèrent une pompe Frankenstein, une abomination mécanique qui fuyait mais qui tournait. Vint le problème du carburant. « Où est votre stock d'huile SAE 90 ?» demanda Art. Le logisticien blêmit. « De l'huile de transmission? On l'utilise pour les camions, pas pour les barges. »« Vous en avez ou pas ?»« Oui, quelques barils. »« Amenez-les, et amenez-moi l'essence de la plus basse qualité que vous ayez, celle que les chauffeurs de camions refusent. » Sous les projecteurs, Art fit lui-même son mélange vaudou. Il versa l'huile épaisse dans le réservoir d'essence. Reeves secoua la tête. « Il est fou, il va tout encrasser. Ce moteur ne démarrera jamais. »« Démarre-le, » dit Art au mécanicien. Le démarreur gémit. Le moteur, gavé de ce sirop immonde, toussa. 1, 2 fois. Il cracha une fumée noire, épaisse, huileuse. Et puis, le son. Le raroum. Le grognement profond que personne en Angleterre n'avait encore entendu. Il était plus lent, plus lourd que le son standard. C'était le son de la puissance brute. Le moteur tournait. « Maintenant ?» dit Art, enfilant un ciré. « L'épreuve. » Il désigna les officiers, y compris Reeves et l'ingénieur britannique. « Montez. »« Quoi, dans la barge? C'est de la folie. »« Vous vouliez une preuve. Vous allez être la preuve. Montez. » Terrifiés mais obéissants, les officiers montèrent dans la barge. Art prit la barre. Il s'éloigna du quai, le moteur grognant son couple. Puis il se tourna vers la plage de Slapton Sands, là où le sable était le plus mauvais. Il poussa la manette des gaz à fond. Le moteur ne cria pas. Il rugit. La barge s'envola presque de l'eau et frappa la plage à pleine vitesse, s'échouant si haut que les officiers furent projetés au sol. KRSSSH. Le son du sable et des galets aspirés par la prise d'eau était terrifiant. C'était le son d'une machine en train de s'autodétruire, un broyeur de pierre géant. On pouvait entendre les galets frapper la turbine de la pompe Frankenstein, la cisailler, la broyer. « Coupez-le, Bergeron !» hurla Reeves. « Il va exploser !» Art le regarda.
ses yeux brillants d'une fureur froide. Il n'écouta pas. Il laissa le moteur tourner. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. La barge vibrait. Le moteur grognait, avalant des litres de sable et de cailloux, mais il ne calait pas. Le mélange vaudou lubrifiait l'impensable. L'huile lourde enrobait les pistons, protégeant le métal, tandis que la pompe de fortune, pliant mais ne rompant pas, continuait de forcer assez d'eau pour que le bloc ne fonde pas. Maintenant, dit Hart au bout d'un quart d'heure, le crash reverse. Il tira la manette en arrière. Il y eut un clang monstrueux, le son de la transmission qui s'engageait contre un couple infernal. Le moteur sembla s'étouffer. Puis il grogna, plus fort encore, le rérou même devenant presque un rugissement animal. La barge trembla, et lentement, centimètre par centimètre, elle s'arracha de l'étreinte du sable et glissa dans l'eau. Art Bergeron ramena la barge au quai. Le moteur tournait toujours. Il coupa le contact. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Les officiers étaient blancs comme des draps, couverts de sueur froide. Reeves, le premier, descendit de la barge. Il s'approcha d'Hart. Il était censé être son supérieur. Il le regarda. Puis, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il salua. Un salut militaire, sec et parfait. « Monsieur Bergeron, » dit-il, sa voix brisée, « donnez-nous vos ordres. » La course était lancée. Ce n'était plus un test. C'était une mission de conversion de la plus haute importance. Des C-47 commencèrent à atterrir, chargés de pompes en caoutchouc et de milliers de barils d'huile SAE-90. Art Bergeron, l'ingénieur rejeté, devint le dictateur bienveillant des chantiers de réparation anglais. Il forma des équipes de briseurs de filtres. Il leur apprit à écouter le moteur, à sentir le mélange. Pendant 3 mois, 24 heures sur 24, lui et des milliers de mécaniciens anonymes ont désamélioré chaque barge de l'invasion. Ils ont rendu les moteurs stupides à nouveau. Ils les ont rendus fiables. Ils les ont rendus prêts pour le jour J, 6 juin 1944, 06h31 du matin, secteur Dock Green, Omaha Beach. L'aube n'est pas une aube. C'est une apocalypse de fumée grise, d'eau glaciale et de métal hurlant. À l'intérieur de la barge LCVP 103, le caporal Miller, de la 1re division d'infanterie, est recroquevillé, vomissant sa peur et son petit déjeuner. Il ne prie pas. Il est sourd. Sourd à cause du bombardement naval, sourd à cause des cris de ses camarades, mais surtout, sourd à cause du son qui est sa seule réalité depuis 1 heure. Un rrao même profond, assourdissant, qui fait vibrer ses dents. C'est le son du moteur Greymarine 671 qui tourne à plein régime, juste derrière la mince cloison. Le coxswain, pilote, un gamin de 19 ans de l'Arkansas, hurle quelque chose que personne n'entend. La rampe va s'abaisser. C'est le moment que la science du lieutenant-commandant Reeves avait condamné. C'est le moment qu'Art Bergeron, l'ingénieur rejeté, avait prévu. La barge frappe le banc de sable d'Omaha avec une violence inouïe. KRRSSSH. Un choc qui brise les os. L'hélice et la prise d'eau avalent un demi-mètre cube de l'enfer normand. Du sable fin et coupant comme du verre, des galets, des éclats d'obus, de l'eau salée. À cet instant précis, sur des centaines de barges le long de la côte, le scénario de Slapton Sands aurait dû se répéter. Les filtres améliorés de Reeves se seraient bouchés en 10 secondes. Les pompes en laiton se seraient désintégrées. Les moteurs privés d'eau auraient surchauffé et seraient morts dans un nuage de vapeur. L'invasion de l'Europe se serait arrêtée à 100 mètres du rivage, transformant les LCVP en cercueils flottants, en cibles statiques pour les MG-42 qui commencent déjà à cracher la mort. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Dans la barge 103, le RRO-MMM s'étouffe une demi-seconde. Le moteur semble tousser, comme s'il allait mourir. Le pilote, dans un réflexe de panique, tire la manette de marche arrière. Mais le moteur ne meurt pas. Le mélange vaudou d'Art Bergeron, l'huile de transmission SAE-90, fait son œuvre. L'huile épaisse enrobe les grains de sable, les transformant de verre pilé en billes lubrifiées. Les pistons, gavés de ce sirop improbable, continuent leur cycle. Le moteur grogne, le couple monstrueux s'engage. La pompe à eau en caoutchouc, celle qu'Hart a fait venir par avion, se déforme en avalant les galets, plie, mais ne rompt pas. Elle continue de forcer assez d'eau sale pour que le bloc ne fonde pas.
Le moteur ne cale pas. La rampe s'abaisse. Le caporal Miller est projeté dans l'eau jusqu'au cou. Il court. Il survit. Derrière lui, le coxswain réussit son crash reverse. La barge 103 s'arrache de la plage, son moteur indestructible hurlant sa défiance, et repart vers les navires de transport pour chercher la vague suivante. Ce drame, cette victoire invisible de la mécanique, s'est joué des milliers de fois ce matin-là. De Utah à Gold, de Juneau à Sword. Les moteurs ne sont pas tombés en panne. Les barges ne se sont pas enlisées. Les soldats ont atteint la plage. La fiabilité accidentelle du moteur d'Art Bergeron n'a pas gagné le jour J. Elle a permis qu'il ait lieu. Elle a donné aux soldats une chance de se battre. C'était l'arme secrète que personne n'a vue, le héros anonyme du 6 juin. Et après, l'Europe fut libérée. L'Allemagne capitula. La guerre prit fin. L'histoire fut écrite, et les noms des héros gravés dans la pierre. Le nom d'Art Bergeron n'y figurait pas. Le jour où Paris fut libéré, Art n'était pas au défilé. Il avait été silencieusement renvoyé à la Nouvelle-Orléans. Sa folie n'était plus nécessaire. Son mélange vaudou fut interdit, une aberration logistique que la marine, en temps de paix, s'empressa d'effacer des manuels. Le lieutenant-commandant Reeves, ayant supervisé la production du moteur Grey Marine Standard, la version Cart avait dû sauver, reçut une citation pour service exceptionnel et termina la guerre avec le grade de capitaine. Art Bergeron retourna dans son bayou. Il reprit son atelier de réparation de bateaux de pêche. Il n'a jamais parlé de ce qu'il a fait. Il n'a jamais demandé de médaille. Il est mort en 1978, les mains dans la graisse, rejeté par l'histoire, mais pas par le métal. L'ingénieur rejeté n'a jamais su qu'il avait sauvé le monde. Il savait juste que son moteur stupide fonctionnait quand il le fallait. Les vétérans d'Omaha ne connaîtront jamais son nom, mais ils n'oublieront jamais le son qui les a portés vers l'enfer et qui a permis à certains d'en revenir. Le ROMM, profond, sale et absolument indestructible de la folie d'un mécanicien cajun.